Et disons que la Covid a un effet désastreux sur la santé humaine et elle menace effectivement les activités humaines. Et bien que l'Afrique ne soit pas le foyer d'origine de la pandémie, ni le continent le plus impacté, elle est toutefois scrutée et les scénarios catastrophiques s'empilent et s'assombrissent de jour en jour lorsqu'on parle de l'Afrique, évidemment, en lien avec la pandémie. À la base, il y a le constat de la déficience des équipements sanitaires. C'est une réalité et de l'insuffisance en personnel médical, mais aussi la pauvreté endémique et les relations communautaires dont les fondements prennent le contre-pied des mesures qui sont préconisées pour juguler en fait la pandémie. Ce sont essentiellement les mesures barrières. Alors ici aussi, on peut dire que ce que cette pandémie révèle une fois de plus, c'est le paternalisme et les idées reçues d'une partie du monde sur l'Afrique. C'est ainsi que les chercheurs proposent en fait d'y mener des essais cliniques de vaccins notamment, et publie des études prospectives sur l'effondrement à court terme, l'effondrement à court terme de nombreux États connus pour l'impéritie généralisée de leurs infrastructures socio-économiques et de l'entretien d'une élite corrompue. Disons, ça, ce sont les bases et qui vont permettre d'échafauder en fait ces scénarios apocalyptiques qui étaient les mêmes dans les années 90 avec évidemment la progression fulgurante du VIH-Sida. Alors, dans la réalité, le coronavirus s'est diffusé et seulement dans un premier temps au niveau des élites mondialisées dans les nombreux pays africains et qui étaient confinés dans des quartiers ségrégés. Et par la suite, évidemment, c'est redescendu avec le personnel domestique essentiellement. Et la plupart des États africains ont eu à adopter des mesures socialement impopulaires pour contrôler, pour contenir la propagation du virus. Et il faut dire aussi que ces États ont, à leur avantage, dans un passé récent, eu à gérer une autre épidémie, qui était l'épidémie d'Ebola, avec des systèmes sanitaires, évidemment, confrontés au VIH-Sida, mais aussi à d'autres maladies infectieuses récurrentes. Alors, les populations sur les continents ne sont pas seulement que résilientes, elles savent faire preuve d'empathie et d'innovation sociale. C'est très important puisqu'elles étendent en fait leur solidarité, elles gèrent collectivement la maladie et trouvent les raisons d'avancer souvent dans la dérision et la réinvention d'elles-mêmes. Alors ainsi donc, cette table ronde organisée par le Fonds de la recherche sur le FQRSC et aussi avec l'initiative aussi du scientifique en chef du Québec vise à offrir un regard africain sur la pandémie mondiale, sur ce qui se passe en Afrique comme ailleurs dans le monde, en mettant de l'avant l'expérience des praticiens sur le terrain. Alors, elle va se dérouler en deux temps. Donc, essentiellement, pour voir dans un premier temps un aperçu de la situation avec une emphase sur le continent africain, y compris son expertise dans la gestion des maladies infectieuses. Ensuite, un retour sur les actions posées par les organisations internationales, ainsi que les mesures prises par les États pour répondre à la crise de santé publique et soulager son impact sur l'économie. Et en troisième élément, c'est d'analyser et critiquer et identifier les solutions locales et globales qui ont été apprises durant la pandémie. Donc, c'est donc avec beaucoup d'honneur et de gratitude que nous recevons les collègues qui sont tous basés en Afrique. C'est Karen Hoffman, qui est professeure à la School of Public Health à Johannesburg, à l'université de Witwatersrand. Ensuite, nous avons, on espère qu'il va se joindre à nous, Benoît Kebela Ilunga, qui lui est un médecin spécialisé en santé publique. Et Dr Benoît est le directeur de la division des luttes contre la maladie du ministère de la Santé
en République démocratique du Congo. Le troisième panéliste, c'est John Nkengasson, qui est le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, qui est basé à Addis Abeba au sein de l'Union africaine en Éthiopie. Donc, ensuite, nous avons, qui est avec nous présentement, le docteur Amadou Sall, qui est le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. Et le docteur Amadou Sall est virologiste et titulaire d'un doctorat en santé publique. Alors, la table ronde est coordonnée par Britt Fauché. Elle sera animée par Bonnie Campbell et moi-même ici à Kamandé. Nous sommes tous deux de l'Université du Québec à Montréal. Sans plus tarder, je passe la parole à Bonnie. Bonjour et bienvenue. C'est un énorme privilège pour nous de pouvoir bénéficier de l'expertise des personnes réunies sur cette table ronde. Notre première question va s'adresser à tous les panélistes. Nous souhaitons commencer avec la personne qui représente le Dr Nkengasson, qui a eu un empêchement. On m'informe qu'il y a une personne, mais puisqu'il s'agit de la vision continentale, pourrais-je demander si cette personne pourrait prendre la parole en premier? Et pour situer la question, basée au Québec et au Canada, du fait de l'absence d'informations ici sur ce qui se passe sur le continent, ce sont des visions très souvent de l'exceptionnalisme du continent, de catastrophisme qui circulent. Nous avons énormément besoin des façons de voir et des expertises qui viennent du continent. Alors, est-ce qu'il serait possible que la personne qui a aimablement accepté de remplacer le docteur Nkengasson prenne la parole? Je ne le vois pas sur les... Sinon, on lui donnera la parole un peu plus tard. Il y a un PowerPoint qui pourrait être très utile pour donner des évaluations et une vue d'ensemble de ce qui s'est fait au niveau du African Centers Disease Control. S'il ne peut pas nous rejoindre tout de suite, je passerai donc la parole au Dr Sall, directeur du très renommé Institut Pasteur, longue expérience de recherche pour lutter contre les maladies infectieuses. Dr Sall, pourriez-vous nous donner les objectifs que vous avez poursuivis, les résultats qui ont été obtenus, votre évaluation des mesures prises et des obstacles auxquels vous faites face? Dr Sall, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Campbell. Je voudrais tout d'abord dire tout le plaisir que j'ai de participer à cette table ronde et de remercier les organisateurs de m'y avoir convié. Ce que je peux dire sur la situation aujourd'hui en Afrique, c'est que, en premier commentaire, c'est une situation, comme le disait M. Mandé, qui a déjoué tous les pronostics et qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, au-delà de la situation qu'on a vu augmenter, se calmer, en train de redevenir, remonter en termes de dynamique, on a vu globalement un comportement qui était beaucoup moins catastrophique que ce qu'on espérait et on ne peut que s'en réjouir. Mais quand je dis cela, on parle d'une situation, on ne devrait pas parler de l'Afrique, on devrait parler des Afriques parce que cette situation, même si elle est globale, a connu, en fait, suivant le pays, des trajectoires assez différentes. Pour le pays dans lequel je suis, au Sénégal, et parlant du point de vue d'un institut de recherche biomédicale qui a beaucoup d'expérience dans la santé publique, je voudrais dire que l'évaluation qu'on en a au Sénégal, c'est qu'il y a quelques éléments qui ont été très importants pour expliquer la situation qu'on a avec le Covid. Le Sénégal a aujourd'hui un peu moins de 16 000 cas, avec une mortalité qui est aujourd'hui à 328 personnes qui ont perdu la vie, malheureusement, mais qui, quand on regarde cela, et avec une majorité de gens qui en ont guéri, plus de 80% des personnes qui ont contracté le Covid en sont guéries, il est extrêmement important de retenir que cette situation a été liée à la façon dont cette épidémie a été gérée au Sénégal. Et pour ça, trois choses m'ont paru extrêmement importantes. Le premier a été un leadership extrêmement fort, puisque une grande partie des décisions qui ont été prises à un niveau de responsabilité très élevé, le président de la République, le ministre de la Santé, avec une approche concertée dans les décisions, qui a joué un rôle important et qui a expliqué cette situation. Le deuxième point qui est important, c'est que très rapidement, dans l'explication qu'on peut avoir des chiffres relativement
correcte du Sénégal par rapport au reste de d'autres pays, en tout cas par rapport au Somalie qui était prévu. Et le fait qu'il y a eu très tôt une décentralisation des mesures qui ont pu être prises, qui fait que quel que soit l'endroit du Sénégal où on était, on pouvait accéder à des traitements, à des diagnostics dans des délais raisonnables et compatibles avec une stratégie de contrôle. Et troisième élément, sur le plan technique, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises de façon agressive. Le Sénégal a eu son premier cas le 2 mars, mais dès le 14, toutes les mesures étaient appliquées, que ce soit un couvre-feu, une fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements. Et ces mesures agressives très précoces ont pu se mettre en place grâce à un mécanisme de dialogue social et très bien accepté qui a fait qu'au début, cela a permis vraiment de ralentir et que le système de santé puisse se préparer mieux qu'il ne l'était jusqu'au début de cette pandémie. Et d'un point de vue technique, ce que je peux dire, le rôle de l'incubateur avait été surtout de focaliser sur la recherche, sur les tests et aussi sur la capacité d'accompagner la réponse. Et sur ces trois éléments-là, je peux dire que pour les tests, on s'est fixé l'objectif de rendre tous les tests dans les 24 heures parce que la précocité était importante pour la prise en charge et pour le fait d'être en mesure de limiter les chaînes de transmission. Ensuite, le deuxième élément sur lequel il a fallu s'adapter, qui a été un challenge, était du jour au lendemain de traiter un très très grand nombre de prélèvements pour permettre justement que les réponses puissent aller vite. Donc, on a dû s'arrêter très vite. Et de ce point de vue-là, on a dû mettre en place de nouvelles méthodes comme la digitalisation qui a permis d'atteindre l'ensemble des régions du pays pour avoir un résultat très très rapidement pour déclencher une action. Un dernier point sur lequel je voudrais revenir, qui est plus un peu technique par rapport au travail qu'on a fait, c'est que très vite, des dispositifs de recherche sont mis en place pour, par exemple, évaluer les meilleurs traitements. Donc, la recherche clinique est mise en place pour que tous les patients, selon les régimes qu'on peut avoir en termes de traitement, sur l'hydroxychloroquine, ou les nouvelles molécules, ont pu être évalués en temps réel et choisir ce qu'il y avait de mieux pour les patients. Donc, d'une manière générale, c'est les points que je voulais soulever, peut-être m'arrêter là. Merci infiniment, docteur. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce que fait l'Institut au niveau des tests, qui est extrêmement important. Merci. I'd like to move on and ask Professor Hoffman, who's the director of Priceless, which stands for Priority Cost Effectiveness Lessons for Systems Strengthening South Africa, to share with us, please, if you would, your evaluation on lessons learned, particularly with regard to your area of specialization, which regards costs, unanticipated costs, and how resources have been used and might better have been used in what has been done so far. Professor Hoffman, please. Professor Hoffman? Perhaps your mic is not on? Professor Hoffman? Mr. Hoffman, I'm are afraid you hearing that they want me to speak? There seems to be a problem. Son écran semble gelé. En ce cas, je comprends que le docteur Ilunga s'est joint à nous. Docteur Ilunga, est-ce que nous vous entendez? Docteur Ilunga? Il semble y avoir également un problème technique. Je voudrais demander aux organisateurs si vous avez toujours à votre disposition l'excellent production, le PowerPoint qu'a présenté CDC, parce qu'on pourrait projeter les premières slides de cet excellent PowerPoint de ce qui se passe au niveau du continent.
Madame Hoffman, est-ce que vous êtes revenue? Mrs. Yes, Hoffman? I'm here. Yes. Excellent. Did you hear my question? No, I didn't. I'm sorry. Okay. There was a lot je of suis désolée. translation, so I couldn't really hear it. Yes, yes. I'll be pleased to repeat it. Donc, je voudrais répéter la question. We would like to ask you about your area of specialization in your evaluation in this first round of questions, the evaluation of what has been learned, what lessons we could take away, particularly with regard to the management, the costs, the unanticipated costs, and how resources, in your opinion, have been used and might better have been used from your perspective of where you work at the Center for Health Economics and Decision Science. Okay, can you hear me now? Yes? Okay. Just in terms of South Africa, let me say that there was a 5-stage national lockdown in March of 2020, quite severe for 5 weeks. And absolutely everything was closed off. We were one of the first countries to understand the importance of testing extensively. And a lot of that had to do with the fact that there's been a lot of experience with HIV. And there's been an almost complete easing of the lockdown since middle of November, which we are now. But of course, there are very high opportunity costs, unanticipated health costs, and also the opportunity costs of unemployment. So the unemployment in South Africa overall, which varies from province to province, was 30% for the whole country, and it's now about 50%. In some places, it's close to 100%. There's been 5 million tests, 750 positive cases, 20,000 deaths, and a recovery rate of about 92%. But half of the deaths are in people who are obese, overweight, or have diabetes. And there's been, we have in the background of South African diseases, large numbers of people with HIV, very high, 20% of adults between 15 and 50 years, most of whom are female, have HIV. And there have been huge budget cuts in health, and 25% of the health budget normally is dedicated to HIV, maternal health, and TB. And much of this budget was shifted during this time. Many people didn't, obviously, during the very strict lockdown, did not go to the clinics. And so even when the lockdown was stopped, there was still, it's been very slow, but people are starting to go back. So the issue of people not picking up their contraceptives, not going to antenatal visits, decrease in immunizations is being very high. And of course, people who have obesity-related conditions, diabetes and hypertension, are having, also not doing well. Now, there has been some increase in delivery of the chronic medications, but obviously we don't know whether people are taking their medications or not. So I would say that we haven't measured it yet. We have a research grant that is going to measure it from before COVID, during COVID, and after, hopefully soon. But there is definitely a very high opportunity cost of taking all the resources and putting them into COVID
and not thinking about how we could deal with the regular health care that everybody needs. And the cost to the country of locking down has been very high in terms, as I say, of unemployment. So I hope that is a partial answer to the question. Very important aspects. I would like to know if Dr. Ilunga, est-ce que Dr. Ilunga est arrivé, s'il vous plaît? Nous avons reçu un message qui s'était rejoint à nous. Est-ce que l'équipe technique pourrait nous dire s'il est là, s'il vous plaît? Sinon, je voudrais passer la parole à mon collègue Isiaka Mandé. Nous allons donc aborder la deuxième question du panel. Professeur Mandé. Alors, la deuxième question, elle s'adresse beaucoup plus aux deux panélistes, puisque nous en avons que deux en ce moment. Conference, I would like to know, so I am on a panel right now, and the assistant of a person is on the call presently and is asking if his boss needs and can use the same link or if he has to use another link. It's just Vas-y, tu peux répondre. Je sais pas bien, je suis pas saigné non plus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui tente de se joindre à nous, parce que nous, les co-modérateurs, n'ont pas la capacité de leur donner un lien, si c'est ça que vous souhaitez. Dans les circonstances, étant donné l'absence de précision, je voudrais réitérer la proposition de passer à la deuxième question en nous disant c'est beaucoup mieux de profiter de la présence des deux panélistes qui sont ici. Isiaka Mandé donc formulera la deuxième question qui sera adressée aux deux panélistes avec nous. Merci Bonnie. En fait, c'est une question ouverte que je voudrais poser, une question qui reprend en fait une demande aussi de la part des organisations, des organisateurs. Alors la question c'est, on sait tous que lors de la dernière pandémie, notamment Ebola, il y a eu une conjugaison des efforts des acteurs majeurs qui ont été sur le terrain, c'est-à-dire Médecins sans frontières, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, pour mobiliser la plupart des États contre l'épidémie qui menaçait en premier les populations africaines. Et en 2014, le Conseil de sécurité a considéré la pandémie comme une menace contre la paix dans le monde. Et par conséquent, le Conseil de sécurité a enjoint les États à une action concertée. Alors même qu'aujourd'hui, on voit que la pandémie actuelle, c'est-à-dire la COVID-19, n'est pas une personne et il n'y a pas cette préoccupation à l'échelle mondiale, je dirais. Donc, pas de veille d'armes au niveau politique. Au contraire, c'est le souverainisme qui l'emporte avant tout. Et vous qui vivez ou qui avez inspiré ou continuez d'inspirer les politiques multilatérales très fortes en Afrique, puisque c'est avant tout ça a été ça, la réponse a été une réponse concertée.
une réponse de tous les pays africains à travers canalisée et coordonnée par la CDC. Alors, quelles observations pouvez-vous nous faire part en fait, de cette situation? C'est une question très large et qui permet un dialogue entre les panélistes présents. Docteur Sall, je vous donne la parole puisque je vous vois à l'écran en premier. Merci beaucoup, M. Mandé. En fait, pour moi, je trouve qu'en Afrique, le rôle des organisations internationales a été extrêmement important. Je pense à deux organisations, et peut-être même une troisième en Afrique de l'Ouest. La première, c'est l'Africa CDC. Malheureusement, le directeur, Dr. John Nkengasong, n'est malheureusement pas avec nous, mais ils ont fait un énorme travail de coordination et qui s'est décliné en plusieurs actions importantes. Et je vais donner des exemples concrets. Le premier, c'est que dès le mois de février, l'Africa CDC nous a demandé d'organiser une formation pour l'ensemble des pays africains pour se doter de capacités de diagnostic. Et cela a permis que, au début février, il y avait que 2 laboratoires qui savaient faire des tests diagnostiques, et au mois d'avril, on s'est retrouvé avec 42 laboratoires qui tous ont contribué dans la mise en place de ces tests. Et donc, cela a été un élément de coordination important, mais au-delà de l'Africa CDC, cette dynamique qu'on a eue, on l'a eue avec l'OMS, on l'a eue avec l'Organisation ouest africaine de la santé. Ça veut dire non seulement elles ont permis d'aider les pays, mais elles ont pu le faire ensemble, en collaboration, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je trouve que ça, c'est un élément extrêmement positif. Le deuxième élément, c'est que les organisations internationales ont été le réceptacle pour avoir une dynamique collective et d'intelligence collective de nos États, et qui fait que, par exemple, à la fin du mois de février, il a été mis en place ce qu'on appelle l'AFTCOR, qui est l'African Task Force pour le coronavirus, qui était co-dirigé par Africa CDC et l'OMS, et qui était un peu l'agenda que les chefs d'État avaient mis en place pour justement lutter contre la COVID. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de pouvoir être un espace dans lequel des stratégies sont faites pour pouvoir être déclinées dans le pays me paraît très important. Et cela a permis donc de réfléchir de façon régulière, puisque je sais que régulièrement les chefs d'État se rencontrent justement sous ce cadre-là, pour faire le point et donner une impulsion, quel que soit l'état de l'épidémie. Et donc, cette capacité de pouvoir dialoguer pour mettre en place a été vraiment le résultat et à mettre au crédit des organisations internationales, qu'elles soient sous-régionales ou plus au niveau continental. Ce que je trouve aussi a été une très bonne chose, c'est que les organisations internationales ont permis, dans un contexte de pénurie, que ce soit dans les contre-mesures médicales comme le diagnostic, la thérapie, et surtout le vaccin, d'avoir la possibilité d'avoir une Afrique qui parle d'une seule voix, de pouvoir négocier, mais aussi de pouvoir permettre l'accès équitable à certaines mesures. Cela est d'autant plus important que, comme vous avez pu le dire, M. Mandé, il y a quand même eu, compte tenu du fait que l'épidémie a touché tous les pays en même temps, une situation où beaucoup de pays ont adopté une attitude plus souverainiste que multilatéraliste. Et de ce point de vue-là, ça a été une opportunité d'avoir un temps, en tout cas un espace dans lequel on peut dire aujourd'hui, grâce à l'initiative COVAX, grâce à l'initiative Access to COVID Test Accelerator et d'autres initiatives, l'opportunité non seulement de mobiliser des ressources, mais de catalyser les énergies pour justement permettre que les pays aient les ressources nécessaires, mais aient aussi la guidance nécessaire pour pouvoir prendre des mesures. Et donc, je pense qu'ils ont joué un rôle extrêmement important par rapport à ce qu'on a pu voir lors d'épidémies précédentes, que ce soit les pandémies de grippe ou dans le cas d'Ebola. Voilà, merci. Professor Hoffman? Oui, juste pour être sûr que je vous donne les bonnes informations par rapport à la pandémie. Donc ici, en Afrique du Sud, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a eu beaucoup de cas, 750 000 cas et 20 000 décès.
la moitié des décès, la plupart de ces personnes sont des femmes. C'est une pandémie qui est, en fait, dépend beaucoup du sexe en Afrique du Sud. C'est le sexe qui détermine la maladie, les résultats, et je pense que les gens ont bien réussi quand même à contrer la maladie. C'est un problème relié au sexe, la maladie elle-même. Donc, c'est à peu près 50% de ceux qui ont un cas de COVID qui vont en décéder. Donc, la plupart des gens qui qui sont en chômage sont des femmes également. Je pense qu'une des raisons pour le taux de décès relativement faible en Afrique du Sud et partout au continent même, c'est parce que la plupart des gens sont assez jeunes. Donc, la population et la démographie est en notre faveur, joue en notre faveur. Donc, le gouvernement de l'Afrique du Sud a bien réussi à contrer la maladie. Ils ont compris qu'il y a eu besoin d'un confinement immédiat. Ils ont développé un comité consultatif ministériel pour donner des bonnes recherches. Il y a beaucoup de recherches, des recherches de modelage épidémiologique, modelage des coûts. Et puis, ils ont eu une réponse du ministre. Et puis, généralement, aussi, on a donné un site web. On a créé un site web qui est très complet dans le domaine public en Afrique du Sud. Il y a des mises à jour hebdomadaires. Il y a une application d'alerte de la COVID avec une surveillance. Et beaucoup d'hôpitaux ont été bâtis. Ont été bâtis, mais on les a vidés, pour être honnête avec vous. Donc, je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup plus de cas, mais ce n'est pas arrivé. Et on ne sait pas tout à fait pourquoi. Peut-être qu'on pense que c'est à cause que la population est assez jeune, mais aussi dans les villages qui sont très denses, les gens n'ont pas contracté la maladie autant qu'on a pu penser. Donc, il y a peut-être une immunité qui existe déjà. Mais je pense que le confinement rapide était critique à notre succès. Il y a certaines maladies, la maladie de la COVID se répand dans certains lieux, mais c'est seulement dans des lieux particuliers, ponctuels. Et je pense que un certain pourcentage des Africains du Sud sont assez de santé. L'interprète n'entend pas tout à fait le mot, mais alors la démographie est bien dispersée. Il y a eu beaucoup de crédits donnés aux entrepreneurs, auprès des gens qui sont en chômage. Donc, et le tourisme est un gros problème aussi. Donc, il y a quand même eu de l'aide en économie à cause qu'il y a eu des fonds qui ont été attribués à la population sous divers types de crédits pour les aider. Bien sûr, il y a une énorme dette maintenant. Et ils ont dû emprunter de l'argent, le pays a dû emprunter de l'argent de l'IMF. Merci. Professor Houseman, might you add or give just a word to speak of the measures taken by international organizations which have affected and contributed or supported the type of work that you've been doing? Est-ce que vous pourriez parler un petit peu des mesures internationales, d'organismes internationaux qui ont aidé? Oui, je pense que l'OMS est toujours un joueur clé pour l'Afrique du Sud.
en termes de recommandations. Le fait qu'il y a eu des délais à Wuhan, je pense que c'était problématique généralement, mais l'OMS est très important pour l'Afrique du Sud. Et j'ajouterais qu'ils ont donné des conseils très importants, et puis la CDC est très importante aussi. Et je pense que c'était très difficile parce que pour tous les pays, il y avait des progrès incertains de la pandémie. Même maintenant, les gens ont des gros débats. Est-ce que les masques sont utiles ou est-ce qu'ils ne sont pas utiles? Combien de gens, par exemple, sont affectés? Bon, je dirais. Donc pour le secteur privé en particulier, et on a fait des commentaires là-dessus dans la séance précédente, ils ont malheureusement pris avantage de la faim en Afrique du Sud. Et plusieurs des entreprises agroalimentaires, des grosses entreprises, ont fait des efforts de responsabilité sociale, mais ils ont fait la promotion d'aliments qui ne sont pas sains. Et puis, c'est des éléments. Et puis, ça a été difficile sur ce plan. Donc, il y a plusieurs pays, et je ne suis pas consciente de tous les pays, mais certainement le Canada, le Royaume-Uni, qui ont développé des subventions de recherche spécifiques à la COVID et on les a appliquées. Et puis, ça a été très important d'avoir le soutien des institutions de recherche dans différents pays pour nous aider et nous assurer qu'on consigne qu'est-ce qui se fait pour qu'on puisse utiliser les données consignées pour l'avenir. Merci. Thank you very much, Professor Hoffman. Merci beaucoup, Dr. Hoffman. En abordant maintenant le dernier bloc d'échange, nous voulons tenter un bilan des leçons et des stratégies contre la COVID qui nous viennent du continent. En gros, quelle analyse pouvons-nous faire de la gestion de cette pandémie selon votre organisation, en espérant que notre collègue de la RDC va se joindre à nous? Quelles solutions sont à retenir des mesures adoptées en Afrique? Quelles leçons le continent pourrait être utile internationalement? Que pouvons-nous apprendre? Mais aussi, quelles ripostes sont prévues face au risque de quelque chose de très réel auquel on a alludé, vaccine nationalism. Certains pays dont nous faisons partie se réservant un accès privilégié sur ce qui devrait être, on le sait tous, un bien commun mondial, comme le préconise l'OMS, et depuis 2 mois. We'll start with you again, Professor Hoffman. What lessons has this pandemic taught us more generally, and what lessons could be taken up internationally? How has COVID, in your particular work, brought to light the importance of public health systems or drawn attention on another crucial aspect, as you've been talking about gender, the importance of social determinants of health? How does this impact on the research that you will do from now on? Professor Hoffman. Merci. Je pense que les questions de sexe sont énormes. Les inégalités en termes de sexe se sont empirées par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, je veux vous donner une idée. Avant le virus, il y avait 30 000 cas annuellement de violences basées sur le sexe. Et cela a escaladé à 80 000 cas durant le premier confinement. Donc, c'est critique comme problème. Je pense que toutes les personnes qui travaillent en santé publique doivent penser beaucoup plus d'une manière soignée par rapport aux déterminants sociaux, que ce soit en termes de nutrition, de santé dentaire ou des problèmes de main-d'œuvre non payée, de questions sanitaires. Plusieurs endroits en Afrique du Sud qui ne pouvaient pas obtenir de l'eau
facilement. Il y a eu plusieurs gouvernements qui ont dit au pays et à l'international qui ont donné de l'eau à des communautés globales et aux villes shanties. L'Afrique du Sud est un des pays qui est les plus inégaux du monde. Et puis, le résultat de l'apartheid est toujours avec nous. Donc, en termes de l'avenir, en termes de recherche, on doit se concentrer sur les inégalités, les inéquités. On doit plus se concentrer sur comment ces maladies, c'est vrai pour le sida et pour la COVID, sont basées sur le sexe. Et on doit aussi se concentrer aussi sur la question critique de l'eau potable tandis qu'on émerge de la COVID et des pratiques durant la pandémie, on doit penser d'une manière très logique pour essayer de résoudre ces problèmes. Durant ce temps, on n'a pas eu de cas de grippe normale, de grippe régulière en Afrique du Sud. Pourquoi? C'était parce que les gens se lavent les mains. Donc, je pense qu'on doit penser comment on fait le travail de recherche à l'avenir. Et je ne pense pas que la réponse est dans la technologie. Je ne pense pas qu'il y a de réponse magique. C'est très utile d'avoir un vaccin, bien sûr. Et je pense qu'on doit penser à l'effet de la recherche sur les vaccins. Nous avons 4 ou 5 essais de vaccins en Afrique du Sud. Et ça n'a pas permis à l'Afrique du Sud d'avoir une meilleure sortie, un meilleur résultat de vaccins des autres pays. Donc, on ne devrait pas avoir de meilleurs résultats, mais lorsqu'il s'agit de ces personnes qui se donnent comme volontaires pour les vaccins, donc, et le résultat de leur revue. Donc, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de travail de fait là-dessus en termes de recherche. Merci beaucoup. Thank you very much. Je crois comprendre qu'en remplacement du docteur Kengasan de CDC, le docteur Ndembe serait avec nous. Est-ce que je pourrais savoir s'il nous entend, s'il vous plaît? C'est dommage parce que le travail de CDC sur ces enjeux est absolument crucial, comme est ressorti notamment de ce que vous disiez tous deux. Alors, on retournera vers vous, Dr Sall, d'abord pour vous féliciter, vous et l'Institut Pasteur et vos partenaires, de l'inauguration de cette extrêmement importante plateforme de tests de diagnostic rapide pour la COVID, qui sont à un prix absolument, qui est une fraction de ce qu'on annonce en Amérique du Nord. Bravo. Et on aimerait vous entendre parler de ce test. À qui c'est destiné? Des leçons apprises autour de la fabrication de cette nouvelle plateforme, mais aussi en absence de malheureusement un représentant de CDC. Vous, à l'Institut, n'êtes pas embarqué dans des recherches pour un vaccin, mais plutôt pour la production du vaccin. J'aimerais, si vous voulez bien, si je peux me permettre de vous demander de nous partager ce qui se passe au niveau de CDC pour tenter d'assurer un accès à ce vaccin, et de votre côté, comment la production du vaccin va assurer un accès beaucoup plus large. Dr Sall, s'il vous plaît. Merci justement d'évoquer ce travail-là. Ce que je voudrais dire assez rapidement concernant plus spécifiquement cette plateforme, elle a été inspirée par le fait justement qu'en Afrique, on s'est rendu compte très vite que les épidémies qui comptaient pour l'Afrique n'étaient pas forcément pris en compte par les grands groupes pharmaceutiques parce que le marché et les conditions d'accès justement à ces produits n'étaient pas vraiment dans
dans la dynamique mondiale. Et donc, on s'est dit qu'il faut des solutions locales aux problèmes locaux. Et donc, cette plateforme a été créée en disant qu'il faut qu'elle soit à but non lucratif pour promouvoir l'accès à des tests. Parce qu'on reste persuadé qu'en Afrique, le point d'entrée du système de santé, c'est le diagnostic. Et donc, si on renforce le système de diagnostic, on renforce le système de santé. Et Covid a été une démonstration exemplaire. Donc, c'est pour ça que ce partenariat qu'on a montré avec FIND, avec la Fondation MEU et avec l'IRD, et un partenaire technique et homologique, nous a permis justement, en faisant de la production locale et avec un modèle économique un peu innovant, de sortir ces tests à $1 et de le destiner essentiellement au système de santé, de manière à ce que la population puisse y avoir accès, et notamment les populations qui sont les plus pauvres et qui dépendent essentiellement du système de santé. L'idée par là, c'est d'avoir une technologie simple qui permet d'être déployée partout et de permettre dans l'Internet d'avoir l'accès, mais surtout qui est abordable, voire gratuit. Et donc pour ça, on a eu un partenariat assez large qui nous a permis de faire ça. Et cette idée vient du fait que globalement, la compréhension que nous avons ici de l'Institut Pasteur, c'est que dans le domaine des contre-mesures médicales, il faut bâtir une autonomie. Et le Covid nous a très clairement indiqué que dans un contexte où il y a justement de la fermeture des frontières, où il y a du confinement, où il n'y a pas d'avion, il est extrêmement compliqué justement, sans une production locale, d'avoir accès à ces outils pour lutter. Et donc, cette plateforme a pour vocation d'être un peu un showcase pour dire qu'on peut être innovant techniquement, on peut être innovant du point de vue du modèle économique et résoudre les problèmes de santé publique. C'était ça l'objet de toute cette plateforme qu'on n'a pas bâti seul, mais qui a été fait dans un temps record, puisque en moins d'un an et demi, on a pu justement amasser des ressources, construire la plateforme, faire les premières recherches, et le test Covid va pouvoir être disponible très prochainement. Par rapport à ce qu'a pu faire le CDC africain dans ce domaine, notamment dans le domaine du vaccin, il faut savoir que l'Institut Pasteur de Dakar est un des 4 producteurs dans le monde de vaccins contre la fièvre jaune. Et que cette production, elle a commencé il y a 80 ans. Ça veut dire qu'il y a une large expérience et que malgré les difficultés d'être un producteur dans un pays en voie de développement, cela n'a pas été maintenu. Et cela appelle à avoir une réflexion sur le fait que le monde, d'une manière générale, a tendance à exporter l'essentiel de l'industrie dans le domaine médical dans quelques pays. Et cela peut poser problème, puisque c'est la même chose pour les aspects alimentaires, et c'est ce que le Covid a montré. L'ensemble du monde est allé vers certains pays pour faire venir des tests, alors que les pays qui arrivaient à les produire ont pu le faire. Et ce que Africa CDC a essayé de faire, et notamment dans le domaine du vaccin, c'était une approche stratégique à 3 niveaux. Le premier niveau était de dire, il nous faut définitivement renforcer les capacités de production en Afrique. Il y a en Afrique du Sud, au Sénégal, en Égypte, en Tunisie, quelques pays qui ont soit une production qui est de rang mondial, comme c'est le cas à Pasteur Dakar, puisque c'est un vaccin qui est préqualifié OMS, ça peut être vendu dans le monde, soit dans d'autres où on a une industrie qui démarre, de pouvoir le renforcer de manière à pouvoir rendre disponible du vaccin Covid dans l'optique où on en aurait un qui pourrait marcher. Deuxième élément de la stratégie de l'Africa CDC est de dire que les vaccins, il faut qu'on s'assure qu'ils marchent au niveau du continent africain, et qu'il est nécessaire donc de promouvoir des essais cliniques dans le but de voir que les vaccins qui peuvent marcher ailleurs marchent bien sur le continent africain. Et le troisième élément, c'est de s'assurer à travers la participation dans des initiatives comme le COVAX qu'il y ait un accès équitable au vaccin et qu'il y ait une certaine solidarité au niveau international. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il joue son rôle, comme j'ai dit, l'organisation internationale avec l'OMS, avec l'OAS et d'autres. Mais ce qui me paraît important, nous, au Sénégal, on est vraiment dans la réflexion avec tous les partenaires de dire que s'il y a un vaccin qui sort, il faudrait être en mesure de pouvoir le produire en Afrique pour les Africains, parce que la demande est telle, comme vous disiez tout à l'heure, que beaucoup de pays, de façon naturelle, vont vouloir protéger leur population, et que cette situation fait que beaucoup de pays qui n'ont pas un pouvoir d'achat ou n'ont pas cette capacité de faire, n'ont pas accès justement à ce vaccin-là. Et donc, pour lutter contre ça, le mieux, c'est que ces capacités existent partout
et que ces capacités, en tout cas, qu'il y ait une stratégie pour le rendre. Et c'est nous, ça notre objectif en disant à Dakar, il faut maintenir malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir une capacité et qu'aujourd'hui, s'il y a un vaccin qu'on voit qui permet d'être efficace comme ce qu'on commence à voir émerger, il est absolument essentiel de pouvoir produire ce vaccin ici, même si nous ne sommes pas dans une recherche, il y a beaucoup de capacités de production et on pourrait très vite, grâce à ça, donner aux Africains l'accès à ce vaccin. Et je pense que c'est ça qui doit être l'objet de notre recherche. Et dans les leçons qu'on a pu avoir, au-delà de l'industrialisation dont on a parlé, au-delà de la nécessité d'avoir une solidarité au niveau international, je pense qu'il y a un dernier point qui me paraît important, c'est que les sociétés doivent pouvoir dialoguer pour travailler ensemble pour trouver des solutions. Dans beaucoup de pays, on a pu voir que le confinement ou le port du masque a fait l'objet de telles tensions que les mesures n'ont pas pu prospérer. Il faut vraiment qu'on puisse travailler en tant que société pour justement pouvoir faire face à des pandémies de cette nature. Merci infiniment. Vos derniers mots touchent tout droit ici, parce que la société, certaines personnes ont beaucoup de mal à comprendre les contraintes et donc les leçons que vous avez là-bas s'appliquent d'une façon incroyablement percutante et pertinente dans le contexte de cette épidémie qui est mondiale et qui évidemment implique que les solutions seront aussi mondiales. Oui, alors je passe la parole à mon collègue. Oui, je voudrais taquiner le docteur Amadou Sall. On voit dans le contexte actuel où il y a cette folie furieuse, quel a été le secret du Sénégal pour avoir permis, par exemple, le grand pèlerinage du Magal, qui réunissait 4 millions à 5 millions de personnes, et qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas avec une explosion des cas de Covid à Dakar. Alors, ce que je peux dire de l'analyse de aujourd'hui, c'est qu'une des choses en tout cas, que je vois au Sénégal, qui a beaucoup marché, c'est qu'en termes de dialogue social, certains key opinion leaders, comme on dit, qui sont très importants ici, qui sont les guides religieux, ne sont d'emblée associés à la démarche de porter des masques et d'instruire justement la plupart des gens à justement suivre ces mesures. Je vous donne un exemple. Les Sénégalais sont de très grands pratiquants et de très grands croyants. Une des mesures premières qui a été prise, c'est de fermer les lieux de culte. Et ça, pour moi, je me suis dit que socialement, ça n'allait pas être possible, mais cette mesure a été portée par les guides religieux eux-mêmes. Et pour revenir au cas dont on parlait, qui était le pèlerinage, il y avait plusieurs millions de personnes qui sont venues, je pense que les instructions étaient fermes et le guide religieux le plus important, à lui-même, à travers des séances de sensibilisation, porter son masque, expliquer la nécessité d'avoir les mesures barrières. Je pense que cela a joué un rôle important. Deuxièmement, le gouvernement et le ministère de la Santé et nous tous qui sommes dans le dispositif, nous avons déployé un dispositif qui permet de tester les gens très rapidement, de les hospitaliser en cas de nécessité, de déployer un plan que malheureusement on n'a pas eu à avoir besoin d'utiliser puisqu'on n'a pas vu l'explosion en question. Mais les mesures barrières étaient très strictes. La plupart des gens ont vraiment suivi ces mesures barrières et globalement, on n'a pas eu à déplorer ce genre de situation. Juste avant d'ouvrir la période de questions, je voudrais redemander si le représentant de Africa CDC est avec nous. Je reçois des messages comme quoi il y aurait un représentant qui serait là de Africa CDC. Il semble que non, malheureusement. En ce cas-là, je repasserai la parole à mon collègue qui ouvrira la période de questions qui ont été reçues et on vous invite, nos participants, Professor Houghton et Monsieur le Dr Sall, si vous avez des commentaires et des questions que vous voudrez ajouter, soyez tout à fait libre de signaler que vous voulez intervenir, s'il vous plaît. Nous avons jusqu'à midi. Mon collègue prendra la relève. Je n'ai pas encore de questions.
Mais peut-être qu'il y a aussi un autre intérêt. Tu peux nous... Pardon, Bonnie, tu peux fermer ton micro. J'aurais des questions aussi. Mais Ah oui, vas-y. Non, non, bon, ben, vas-y. Non, c'était par rapport, oui, de la mort. Donc, sinon, je te laisse la parole. Si, vas-y, vas-y. Ouais, ben, écoute, donc ferme ton micro. Donc, la question qui se pose aussi, c'est valable à la fois pour Dr Sall, mais aussi pour Sarah Hoffman, c'est la résilience, évidemment, qu'on constate au niveau de l'Afrique, mais aussi l'absence de panique et de bon sens face à la Covid, comme vous l'avez dit. D'autre part, il y a les leçons qui peuvent nous être très, très intéressantes, leçons apprises au niveau de l'Afrique, c'est la dimension de la gestion, pardon, des rites qui sont liés à la mort en temps de pandémie, mais aussi la prise en compte de la pharmacopée. Et je pense que ce sont deux dimensions qui sont très, très intéressantes au niveau du continent africain. Comment est-ce que vous voyez ou quels sont les apports ou les expériences que vous pouvez nous faire partager à ce niveau-là? Je pense que pour la partie qui concerne le Sénégal, ce que je voudrais mentionner, c'est que le travail a été très important au niveau de ce qu'on appelle l'engagement de la communauté. Et la communauté étant très sensible au rite funéraire, il a été dès le début proposé une démarche dans laquelle, avant que les gens puissent être enterrés, qu'il y ait vraiment une désinfection et tout un travail qui se fasse. Mais le fait d'avoir une approche dynamique a permis que cette dimension puisse très vite être relativement humanisée pour ne pas faire l'objet de tensions sociales. Et le point que je voulais dire, c'est que ces rites souvent font l'objet d'une telle sensibilité qu'il faut très vite, en tout cas dans l'expérience qu'on a eu au Sénégal, trouver un moyen socialement de les faire accepter à la population dans le cadre du respect des mesures sanitaires pour les faire passer, et ça me paraît essentiel pour cela. Pour le volet pharmacopée, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur l'artémisinine, que ce soit à Madagascar, mais dans beaucoup de pays africains, suite à l'annonce de son efficacité, dans certains pays, notamment à Madagascar en particulier. Et cela m'amène à dire que dans le cadre de nos recherches, la pharmacopée est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est des opportunités qu'il faut regarder, mais par contre, il faudrait la rendre plus rigoureuse en termes de pour mieux la faire adopter et mieux l'utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, la pharmacopée est un peu défavorisée par la perception qu'on va en avoir, mais aussi par le manque d'investissement pour en faire des évaluations scientifiques solides, comme on le fait pour les essais cliniques. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être une piste qui, aujourd'hui, à mon sens, n'a pas montré tout son potentiel, mais parce que l'effort qui est dédié, notamment, n'est pas suffisamment important. Et pourtant, on constate que la majorité des populations africaines vont d'abord vers la pharmacopée avant de venir vers la médecine, on peut dire, moderne. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais à rendre plus rigoureux avec des évaluations scientifiques incontestables. Could I direct the same question to you, Professor Hoffman? The question of the management of funeral ceremonies. In our country, it's been a cause of enormous tension and distress when those are not allowed to be with their loved ones who are deceased. And we're interested in learning as to how things are handled in South Africa and more generally what has been learned from previous epidemics and how is this critical part of life being handled in your country? How has it been managed? Je ne peux pas donner de comment. Yes. Je ne peux pas. Ça n'a pas été abordé d'une manière particulière. Il y a eu quand même beaucoup de préoccupations à ce sujet. Du fait surtout que, par exemple, les gens ne pouvaient pas visiter leurs parents
ils ne pouvaient pas voir leur famille et leurs amis qui étaient malades, mais ça n'a pas, mais ce n'est pas rendu sur une sphère publique, cette discussion, autant que d'autres problèmes. Ici, le problème pour les gens, c'est que lorsque quelqu'un meurt, ça prend quelques semaines avant qu'il soit enterré. Et je pense que c'est plutôt une question qui n'était pas capable de les voir. Et puis, ça a été un problème majeur ici. This is a very similar, c'est tout à fait similaire avec ici. Je voudrais demander s'il y a d'autres questions dans le chat avant, non? Est-ce que, Dr. Sall, vous avez des commentaires de plus? Il y a des choses que vous avez soulignées, des tentatives d'utiliser au Sénégal des remèdes qui ont été pas forcément bien compris, mais qui ont fait leurs preuves, si je comprends bien, chloroquine, etc. D'autres façons d'aborder que on n'a pas vraiment saisi ici et sur lequel il y a pas mal de controverses. Et j'aimerais savoir comment vous, à l'Institut Pasteur, vous réagissez à ces différentes options par rapport au traitement. Dans un premier temps, ce serait une piste intéressante pour vous entendre, et aussi la question du fait que en Amérique du Nord, on est très préoccupé par le fait que cette pandémie touche les personnes âgées, que l'on confine dans des centres pour personnes âgées où la maladie s'est propagée. Et c'est un problème très spécifique à nos sociétés industrialisées, et ça a créé quelque chose qui nous met face à nos propres contradictions. Ce n'est pas du tout le cas pour vos expériences. Les rapports familiaux sont très différents, et ça nous permet de voir que la gestion de cette pandémie est aussi liée à la façon que l'on gère les rapports familiaux et les solutions qu'on a trouvées pour des personnes qui sont, si je peux me permettre, plus utiles pour la société. Alors j'aimerais, Dr. Sall, si vous voulez bien revenir sur plusieurs autres aspects de l'expérience au Sénégal et à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup. En fait, sur ces deux points, le premier concernant les traitements, comme je disais, on s'est dit, puisque au début de l'épidémie, il n'y avait quand même pas de molécules spécifiques, et que l'essentiel de la stratégie était de repositionner les molécules existantes. Et il y a eu un débat, d'ailleurs assez polémique, sur l'hydroxychloroquine et son utilisation dans le cadre du traitement de Covid, accompagné de la l'azithromycine, qui était proposé par un professeur en France. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, nous, on s'est dit, faisons le point avec les patients, étant donné que ces molécules étaient toutes bien tolérées, il n'y avait pas de risque évident. Les médecins ont décidé, ceux qui étaient chargés de la prise en charge assez rapidement, de prendre cette option. Mais on s'est dit, on ne va pas prendre cette option sans l'évaluer de façon régulière. Et donc, dès le début, la cohorte de patients qui prenaient ces médicaments était suivie, documentée, ce qui fait qu'au bout d'1 mois et demi, on a pu voir que dans la combinaison des deux, il semblait qu'il y avait un raccourcissement, justement, du temps d'hospitalisation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à suivre cela de manière un peu plus précise, et on a vu que cette tendance semblait marcher, et ce qui a fait que quand l'OMS a décidé de l'arrêter, le Sénégal a, sur la base des résultats, dit qu'il ne souhaitait pas l'arrêter parce qu'il n'avait aucune raison scientifique objective dans son contexte de le faire. Et donc, après, ça s'est poursuivi, et l'étape suivante a été de dire, faisons un essai clinique un peu plus spécifique là-dessus, et ça a été aussi l'opportunité de voir d'autres thérapies, et ces essais sont actuellement en cours et suivis selon les normes internationales, puisque c'est notre façon de travailler à l'Institut Pasteur de Dakar. Mais ce que ça veut dire que, comme vous disiez, que chaque pays doit trouver la meilleure façon de le faire, parce que cette épidémie, compte tenu de sa longueur, compte tenu des spécificités locales,
ne peut s'envisager que dans le cadre d'un contexte avec une stratégie qui s'adapte, une grande flexibilité dans ce sens. Et ça veut dire que des fois, le premier sujet est vraiment de faire accepter ce débat qui finit par être un débat social, les mesures qui sont prises. Et cela m'amène à votre deuxième question qui concerne la structure de la société, notamment vous parliez du Canada, où les personnes âgées sont souvent effectivement être mises dans un contexte où elles vivent dans des maisons de retraite. Il faut dire qu'au Sénégal, on n'a pas justement cette organisation où souvent la structure familiale se fait avec justement 2 ou 3 générations qui vivent dans la même maison, et cela permet d'éviter justement que ces personnes soient seules. C'est une organisation, mais le contre-coup qu'on a pu voir et réfléchir, c'est-à-dire que dans les messages de communication, étant donné que les jeunes sont souvent infectés et qu'ils souvent bougent et les personnes âgées sont relativement sédentaires dans les maisons, un message très clair qui a été de dire, en étant jeune et responsable, vous protégez les personnes âgées chez vous, qui peuvent être vos mamans, vos grands-parents, et cela a été quelque chose bien pris en compte qui aurait pu être un souci, justement, parce que il aurait pu être une opportunité d'en infecter plus. Donc, cela a pu bien se gérer grâce à un message très ciblé sur les jeunes et aussi une réelle volonté de solidarité avec les personnes âgées compte tenu de notre structure et de notre organisation sociale. Professor Houfman, I'm not sure that you hear me. Professor Houfman? Oui, je peux vous entendre. Oui. I'd like to turn to you because your work, which you've shared with us, is extremely important about tracing costs and how there could be better management of the opportunity costs and how she you cannot hear. evaluate. I'm sorry, she cannot hear over the translation. She's wondering if you can ask, I think, the question in French, and the interpreters who are interpreting for her will. Très bien. Je voulais revenir sur ce que professeur Houfman nous a dit, mais le resituer dans un contexte plus large de ce que son centre fait, comment ça éclaire leur réflexion sur les systèmes publics de santé de façon plus générale. À court terme, il faut faire face à une pandémie et on trace les coûts et aussi des meilleures façons de gérer les coûts et les coûts non anticipés, mais ça ramène à des questions plus larges et ça serait intéressant si professeur Houfman voulait bien nous amener quelques réflexions sur comment cette pandémie a amené une nouvelle réflexion sur l'interaction, l'interface entre leur travail et toute la réflexion sur le renforcement des systèmes de santé publique dans son pays. Ben, beaucoup du travail que nous faisons, oui, yes you may. Donc, une grande partie de notre travail, on essaie de voir où on peut avoir un meilleur retour sur investissement. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont lieu maintenant dans le système de santé publique qui ne vont pas nécessairement sauver des vies. On doit commencer à regarder comment nous utilisons la prévention comme un outil très important pour prévenir les maladies, tout d'abord, et aussi de déterminer des priorités. Qu'est-ce qui peut nous donner le plus d'incidence en termes de sauver des vies à coût faible. Donc, c'est exactement ce qu'on essaie de faire maintenant. On essaie ce n'est pas clair qu'on essaie de sauver des vies d'une manière très logique en termes d'utilisation de nos ressources. Donc, si on ajoute des nouveaux problèmes, on dirait qu'on va ajouter des nouvelles choses. Si vous ajoutez une vaccination de la COVID, est-ce que ça va affecter les autres vaccins que nous donnons? Donc, on essaie maintenant
d'assurer que les décideurs et ceux qui font les politiques pensent vraiment à ce qui se fait en termes de... c'est-à-dire ce qui se fait en compromis. Donc, on essaie de voir comment prioriser les choses en termes de prévention, en termes de services, vraiment de comprendre les compromis. Il faut vraiment penser d'une autre façon. Et on dirait que c'est très lent. C'est très difficile de faire comprendre ceux qui décident. Mais on espère que cette pandémie va commencer à réorienter la réflexion des gens sur ces questions. Merci. Non, nous n'avons pas encore de questions, mais je vois dans la liste des participants John Kengasson. Je ne sais pas s'il est disponible ou pas. Non, pas de réaction. C'est avec regret qu'on n'avait pas la participation de nos deux collègues. L'expérience de Africa CDC dans la gestion de toute une série de pandémies et les leçons qui ont été apprises ont été visiblement, ont permis de valider et de faire avancer la manière absolument magistrale de coordination et de leadership que cette organisation a joué. On a un très beau PowerPoint et j'espère qu'il pourra être mis à la disposition des participants et participantes qui montre étape par étape ce qui a été fait sur le continent. C'est dommage qu'on n'a pas eu le résumé de la part du directeur de CDC, mais si l'information est disponible, on pourra le partager, j'espère. Et c'est à cause de la gestion d'autres pandémies qu'on est face à une situation où clairement on a beaucoup entendu parler de différentes façons de faire, la manière d'adapter des solutions aux réalités locales, de tenter de traiter ce qui est possible, de rendre les tests disponibles le plus rapidement possible et de les rendre accessibles à tous. Ce sont des leçons dont on pourrait se servir ici, parce qu'on a des gros problèmes justement avec tout ce qui est de tester les personnes. Donc, je voudrais saluer et remercier infiniment au nom de tous et de toutes nos deux conférenciers, dire nos regrets fait qu'il y a deux personnes qui avaient beaucoup à dire, mais j'imagine que c'est pour des raisons techniques qui n'ont pas pu être avec nous. Et pour vous qui sommes là, nous vous remercions d'avoir pris le temps. Votre temps est précieux et nous apprécions, et ça nous a permis, à partir de vos témoignages, d'apprendre énormément de ce qui se fait. Je voudrais remercier également le scientifique en chef du Québec et son adjointe, Madame Britt Pochet, ainsi que les 3 fonds de recherche du Québec qui, grâce à leur appui, on a pu avoir l'organisation de cette table ronde. Et aux participants et participantes, en conclusion, nous vous demandons de bien vouloir remplir l'évaluation que vous allez voir sur votre écran à la fin de ce panel qui doit terminer maintenant. Donc, je vous remercie encore de votre participation et je remercie en particulier le docteur Sall et le professeur Hoffman. Merci à vous et à chacun. Au revoir. Merci beaucoup. C'était un plaisir de participer. Au revoir.